La dernière façon de définir une suite, c'est de définir une suite par récurrence. Alors, récurrence, dans récurrence, il y a le mot récurrent. Ça signifie quelque chose qui revient, qui se répète. C'est quelque chose qui peut faire aussi référence au passé. Quand on parle d'un mal récurrent, c'est un mal qu'on a connu avant et qui revient par période, périodiquement. Donc, voilà, on va voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. On considère donc une suite U suivante, donc je vous donne la suite U avec 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc., etc. Alors quand on écrit une suite, il faut bien comprendre que arrivé à un certain moment, on continue, ça continue indéfiniment ici. Je vais avoir le terme UN à cet endroit-là. Le terme qui vient juste U indice N, c'est-à-dire le terme de rang N. Le terme qui vient juste après, ça va donc être U indice N plus 1. Le terme qui vient juste avant, ça va donc être U indice N-1. D'accord. Ce qui vient avant N, c'est N-1. Ce qui vient après N, c'est N plus 1. Faites bien attention de décaler l'indice, de le mettre en dessous. Hein. Ça, c'est très important. Autrement, si vous le mettez sur la même ligne, ça va faire des erreurs qui seront après très difficiles à réparer. Bien entendu, après, je vais avoir U indice N plus 2, etc. Point de suspension, ça se continue ici. Là, j'aurai U indice N-2, etc. Je ne vais pas tous les mettre. Je vais mettre une virgule ici. Si on regarde cette suite-là, on comprend très rapidement que pour passer d'un terme à un autre, en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour passer de là à là? Eh bien, j'ai tout simplement multiplié par 2. Et je multiplie par 2 à chaque fois ici. Et il n'y a pas de problème. Ça va nous donner, donc ici, c'est la suite des puissances de 2. Voilà, ça pourrait être autre chose. On continue ici par multiplier par 2, point de suspension. Et on se retrouve ici, là, toujours pareil, à multiplier par 2 quand on passe d'un terme au suivant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Multiplier par 2, multiplier par 2. Voilà, maintenant, à partir de ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va en prendre une partie. Je vais prendre ici ce qui se passe entre UN plus 1 et UN. Donc, je vais prendre ça. Essayer de le faire proprement. Donc, je vais prendre entre UN plus 1 et UN ici. Et je vais donc mettre cette chose-là et je vais la traduire en dessous pour voir ce que ça peut donner. D'accord? Si je prends tout ça. Là, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je peux écrire que pour calculer UN plus 1, il a fallu que je prenne celui qui y avait avant et je multiplie par 2. Donc, je peux dire que ici, UN plus 1 est égal à 2 fois UN. D'accord? Voilà donc une première chose. Maintenant, j'aurais pu prendre ici à un autre endroit. J'aurais pu prendre ici, par exemple. D'accord? Si je prends là, qu'est-ce que je vais obtenir? Là, je vais obtenir, cette fois-ci, UN est égal à 2 fois U indice N-1. Voilà donc deux façons de voir et je pourrais me placer n'importe où, j'obtiendrai autre chose. Eh bien, ces deux choses-là, ici, vous voyez, ça nous permet de calculer un terme en fonction de celui qui précède, puisqu'on a un mécanisme de la suite qui est comme ceci, qui nous permet de calculer le suivant en procédant toujours de la même façon. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une formule de récurrence. C'est-à-dire, pour savoir ce qui se passe à un rang donné, il faut savoir ce qui se passe au rang précédent, et on a un process de calcul qui nous permet de trouver ce qui se passe. Mais il faut connaître le précédent, c'est-à-dire qu'on va calculer un terme en fonction de ce qui précède. C'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose de récurrent. C'est une formule aussi, c'est pas une fonction, attention, parce que on n'a pas 2n, on n'a pas 2x non plus, c'est un terme ici et un autre terme. Alors, on a une des formules de récurrence, donc ces choses-là, ici, ça s'appelle des formules de récurrence. Donc, un plus 1 est égal à 2un et un est égal à 2un moins 1 sont des formules de récurrence. On verra, on donnera une petite définition pour savoir ce que c'est exactement. Formule de récurrence. Et ce sont des formules de récurrence, ici, elles sont sur la même suite, et en fait, ici, elles sont équivalentes. Alors, ça, il faut bien comprendre ça, c'est ça qui est le plus important.
Pourquoi elles sont équivalentes? Parce que quand on les lit, ben, on n'a pas l'impression que c'est la même chose. Là, on a n plus 1, là, il y en a n, là, on a n, là, on a n moins 1. C'est pas la même chose qui est écrite. Donc, on dit c'est pas la même formule de récurrence. En réalité, si. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas le lire de façon littérale. Si vous le lisez de façon littérale, effectivement, ce sont deux formules qui sont différentes. Quand on lit une formule de récurrence, il faut regarder les termes qu'il y a dans la formule et il faut les positionner les uns par rapport aux autres. D'où la nécessité de savoir, d'avoir toujours ça en visuel avec le un, un plus 1, un plus 2, un plus 3, etc., etc. Ici, elles se lisent toutes les deux de la même façon. Elles se lisent toutes les deux de la même façon. Alors, comment est-ce qu'on va les lire? Eh bien, on va la lire pas en s'occupant des indices, mais en s'occupant du positionnement des termes les uns par rapport aux autres. Donc ici, si je veux calculer ce terme, il faut que je prenne le précédent et que je le multiplie par 2. Voilà comment est-ce qu'on lit cette formule-là. Si je prends celle-là, bah, je veux calculer un terme toujours. Et qu'est-ce que je regarde? Ah ben ouais, ça c'est le précédent multiplié par 2. Donc vous voyez, si on parle en positionnement des termes, eh bien ces deux formules se lisent exactement de la même façon. D'accord? Donc ici, de la même façon, 2 points. Un terme de la suite, un terme de la suite est égal au double du précédent. Voilà, ça c'est très très important de lire toujours de la même façon en respectant le positionnement des termes les uns par rapport aux autres. Si vous faites ça, vous allez vous en sortir. Si vous ne faites pas ça, alors ça va être catastrophique et ça va être extrêmement compliqué. On va se donner une petite définition pour dire ce que c'est que la formule de récurrence. Donc définition, une formule de récurrence permet de calculer un terme, de la suite en fonction du ou des termes, on verra sur un exemple pourquoi je mets des termes ou des termes précédents. Ça, c'est la première chose. Alors maintenant, si on veut définir une suite par récurrence, alors on comprend bien ici, c'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il faut calculer le terme précédent. Imaginons que je veuille calculer U17. Si je veux calculer U17, ah ouais, mais pour calculer U17, il faudra que j'ai U16. D'accord? Pour calculer U16, il faudra que j'ai U15. Et etc., etc., de proche en proche. C'est-à-dire, pour calculer un terme, quand on a une suite qui est définie par récurrence, il faut impérativement connaître le terme qui précède. Autrement, on ne peut pas le faire. Donc, ainsi, si on veut calculer U17, il faut calculer U16, oui, mais il faut savoir U15, puis U14, U13. Donc, il faut connaître, en fait, le premier terme, c'est-à-dire l'ancêtre parmi les ancêtres, le tout premier qui est ici. Et c'est à partir de lui que l'on va faire les calculs de proche en proche pour pouvoir atteindre cette chose-là. Donc, donc ici, remarque, pour définir une suite par récurrence, il faut donner la valeur du ou des premiers termes et une formule de récurrence. Voilà, si on n'a que le premier terme, on ne peut rien faire. Si on n'a que la formule de récurrence, on ne peut rien faire non plus. Alors, c'est un petit peu vague. On va donc faire des exemples et on mettra les avantages et les inconvénients après. Exemple. Alors, on va faire 3 exemples pour voir cette chose-là. Alors, je vais prendre UN, pour n appartenant à n, défini par. Alors, si on a 2 renseignements, on va les écrire comme ça. On a U0 égale 1, et on a UN plus 1 qui est égal à 3UN moins 1 pour tout n
appartenant à n. Voilà. Donc ça c'est le et logique mathématique, hein, il n'y a pas de souci, qui s'écrit sous forme d'accolade. Et on va calculer les premiers termes. Donc on a u0 égale 1. Alors là, il va falloir faire attention, le résultat importe peu, ce qui importe c'est la méthode, comment est-ce que vous allez faire. On va calculer u1. u1 égale, on ne va pas trouver le résultat directement. La première chose qu'on va faire pour u1, c'est qu'on va appliquer la formule de récurrence. La formule de récurrence, si je la lis, elle me dit que pour calculer un terme de la suite, il faut que je prenne le précédent, que je le multiplie par 3 et que j'enlève 1. Donc je prends u1, je prends 3 fois le précédent, c'est-à-dire 3 fois u0, puisque celui qui vient avant u1, c'est u0, et il faut que j'enlève 1. Donc ça me fait, est égal à 3 fois u0, ça me fait donc 3 fois 1, moins 1, ça nous fait donc égal 2. Si je calcule u2, pour calculer un terme, 3 fois le précédent moins 1, ça nous fait donc 3 fois u1 moins 1, ça nous fait donc 3 fois, attention, u1 on l'a calculé, il valait 2, ça nous fait 3 fois 2 moins 1, ce qui nous fait donc 5. Si je calcule u3, ça nous fait donc 3u2 moins 1, 3 fois le précédent moins 1, ce qui nous fait 3 fois 5 moins 1, etc. Ce qui nous fait 14, 3, 5, 15 moins 1, 14, etc. On pourrait continuer comme ça, comme on veut. D'accord? Je vais en prendre une autre, la suite Vn, pour n appartenant à n aussi, qui est définie par, je vais prendre V0 qui est égal à 7, et ici je vais prendre Vn plus 1 qui est égal à n plus 3 moins un. Alors là, il faut faire attention, ça fait partie des choses qui ne sont pas tellement compliquées, mais il y a un piège et il va falloir essayer d'éviter le piège. Donc ici, on a donc V0 égale 7, il n'y a pas de problème. Je vais calculer V1. V1 égale. Alors la formule de récurrence, elle me dit que quand je veux calculer un terme ici, il faut que je prenne, c'est un V là, pardon, excusez-moi, c'est Vn, ici, pour tout n appartenant à n. Ça, c'est quel que soit n appartenant à n, c'est une lettre mathématique officielle que vous pouvez utiliser qui remplace le pour tout. Donc, pour calculer un terme ici, il faut que je prenne le précédent et puis il faut que j'ajoute n plus 3. Ah, alors là c'est un problème parce qu'on a des n dedans qui traînent, etc. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que ce n, il faut essayer de le repérer, de savoir où est-ce qu'il est. Et le n qui est ici, là, eh bien en fait, on le retrouve à cet endroit-là. C'est-à-dire que si là j'ai V3, alors ici j'aurai 3. Si j'ai V7, alors là j'aurai 7. Etc. etc. C'est-à-dire que la valeur de n, c'est la valeur du rang du terme qu'il y a ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule V1. V1, je prends donc, je laisse la place pour le n, je mets donc plus 3, moins V0, d'accord? Puisque le terme qui vient avant V1, c'est V0. Et donc, si c'est V0, j'ai V0 qui est ici en mon indice, je dois avoir la même chose là et là, donc ici, j'ai obligatoirement 0. Et ça me fait donc, est égal à 0 plus 3, ça nous fait donc 3, moins V0 moins 7, ce qui me fait donc est égal à moins 4. Je passe à V2, si je calcule V2, V2 ça va me faire donc quelque chose plus 3 moins, ici si j'ai V2 à cet endroit-là, je vais avoir V1. Et donc, obligatoirement, ici, l'indice que j'ai sur ce terme-là, je le retrouve là. Donc, ici, j'ai 1 plus 3 moins V1. Ce qui me fait donc 1 plus 3, ça fait 4. Moins V1, ça nous fait moins 4. Ce qui me fait est égal à 0. J'en fais un autre, V3, qui est égal donc à quelque chose plus 3 moins V2. Et comme j'ai V2 ici, je retrouve la valeur de n qui est ici, 2 plus 3 moins V2, ce qui me fait donc 2 plus 3, ça me fait 5. 5 moins V2, V2 valait 0, ça me fait 5, etc. D'accord? Donc voilà, attention, ça c'est assez piégeux, c'est un exercice classique que l'on obtient où il faut rester concentré pour ne pas faire d'erreur. Le dernier exemple que l'on va faire, c'est avec la suite Wn. Ici, Wn, pour n appartenant à n, qui est défini par, alors là, vous allez voir, je vais avoir U0, VW0 pardon, égale 1, W1
égale 1. Vous voyez, je donne deux premiers termes et je vais mettre Wn plus 2 est égal à Wn plus 1 plus Wn. Hop. Alors, c'est là où je vous avais dit qu'il faut des fois avoir les premiers termes. Vous avez deux premiers termes. Pourquoi? Parce que pour calculer un terme ici, il faut que je fasse la somme des deux qui précèdent, puisque Wn plus 1 est avant Wn plus 2, et Wn est encore avant. Donc, pour calculer un terme, je fais la somme des deux qui précèdent. Donc, quand je vais ici le calculer, ça me fait donc W0 égale 1, ça y est, pas de problème. W1 égale 1 aussi. Si je fais W2, alors W2, je prends les deux précédents, ça me fait donc W1 plus W0, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Si je prends W3, c'est les deux précédents, donc celui qui est avant c'est W2, plus celui qui est encore avant c'est W1, ça nous fait donc 2 plus 1, ça nous fait donc 3. Si je prends W4, toujours pareil, W3 plus W2, ça me fait 3 plus 2, 5. Allez, j'en fais un dernier, W5 qui est égal à W4 plus W3, c'est-à-dire 5 plus 3, ça fait 8. Alors ça, cette suite, c'est une suite particulière, c'est la suite ici de Fibonacci. Fibonacci, j'ai quelques doutes, je vérifierai et je le corrigerai si, je ne sais pas s'il y a deux n, je n'en sais rien. La suite de Fibonacci, alors Fibonacci, il a travaillé là-dessus, on dit souvent que c'est la suite des lapins de Fibonacci, puisqu'il a travaillé sur la reproduction des lapins. Vous regarderez, ça doit être dans le livre éventuellement, et vous pourrez le regarder, vous cherchez sur internet, vous le trouverez sans aucune difficulté. Avec cette suite de Fibonacci, on fait tout un tas de choses, et notamment il y a des travaux avec la suite de Fibonacci qui conduisent à un nombre particulier qui s'appelle le nombre d'or qui est noté en mathématiques phi majuscule, comme ça, qui est égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Et ce nombre d'or, on le retrouve bien entendu dans la nature, dans les calculs d'angles. Quand vous avez une pomme de pin, si vous regardez les épines, elles sont roulées comme ça en spirale. Et il y a les angles, on peut calculer les angles, il y a le nombre d'or qui peut intervenir là-dedans. Le nombre d'or aussi, c'est quelque chose qui a été édicté comme étant les proportions idéales dans les constructions, dans les bâtisseurs. Et donc une pièce qui respectait cette proportion entre la longueur et la largeur avait soi-disant les conditions idéales pour vivre. Ça donnait quelque chose, un bien-être mieux qu'ailleurs, que dans d'autres pièces. Et si vous avez l'occasion d'aller à Montpellier, il y a une place qui s'appelle la place du Nombre d'Or. Et en principe, tous les bâtiments qui sont autour de la place du Nombre d'Or ont été bâtis dans cet esprit-là, c'est-à-dire en respectant cette proportion. Je vous invite à y aller si vous y faites un tour, si vous allez faire un tour à Montpellier. Voilà pour l'anecdote. On va revenir quand même à ce qu'on veut, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients. Alors on commence par les avantages de la définition par récurrence. Avantages, et ben en fait, il y en a guère, donc je marque aucun, si ce n'est qu'on ne peut pas faire autrement, qu'il y a des fois les expériences de physique ou de biologie ou d'autres nous conduisent inévitablement à une formule de récurrence et on ne peut pas avoir le terme général. Et les inconvénients, eh bien, il y en a aussi. C'est-à-dire les inconvénients, c'est que on n'a pas d'accès direct à chacun des termes. Vous voyez, avec le terme général, on pouvait calculer directement U17. Là, pour calculer U17, il faudra U16, il faudra U14, U15, U14, U13, etc. Donc, on n'a pas d'accès direct. On n'a pas d'accès direct au terme de la suite. D'accès direct au terme de la suite. Il faut les calculer de proche en proche. Il faut les calculer de proche en proche. Alors bien entendu, le but souvent, quand on travaillera avec des suites définies par récurrente, on parle aussi de suites récurrentes, ça sera justement de trouver le terme général, d'arriver à trouver le terme général. Ça fait partie des beaux problèmes qui peuvent être très difficiles. Voilà, vous en verrez peut-être peu en classe de première, plus en classe de terminale. Voilà les différentes façons de définir une suite numérique.
Alors, si on fait la synthèse de toutes ces façons de définir une suite, bon, je ne parle pas de la façon par énumération parce que c'est trop simple. On a donc pour les suites explicites et pour les suites récurrentes. Donc la première chose, c'est que pour la suite explicite, on donne l'expression de un en fonction de n. En opposition avec la suite récurrente, c'est un plus 1 en fonction de un. Donc faire bien attention à la différence entre les deux, hein, un en fonction de n, c'est-à-dire la fonction, et un plus 1 en fonction de un, la formule de récurrence. Ensuite, on a vu que dans ces suites-là, il y avait un accès direct dans les suites explicites, un accès direct à chacun des termes de la suite. En fait, il suffit juste de calculer l'image, alors que dans les suites récurrentes, il faut calculer de proche en proche. C'est pour ça que je parle ici d'accès indirect. Attention, c'est pas officiel, c'est juste pour comprendre qu'il faut faire de proche en proche. Et enfin, la dernière chose, c'est que la suite explicite, ben, on donne l'expression de la fonction, donc on peut remplacer n par x pour avoir une fonction associée et pouvoir utiliser les outils sur les fonctions. Et il y a certaines propriétés de cette fonction associée qui se transmettront à la suite, comme les variations. Et la majoration-minoration, ça correspond plutôt au minimum ou au maximum. Et par contre, pour les suites récurrentes, il n'y a pas de fonction associée. Donc attention, hein, l'histoire de fonction associée, c'est uniquement pour les suites explicites dont on connaît le terme général exclusivement. Pour les suites récurrentes, pas de fonction associée, il faudra donc des outils spécifiques aux suites récurrentes et c'est là qu'il y aura quelques difficultés. Voilà pour ces différentes façons.